Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour le 4e et dernier épisode en collaboration avec la Technopole de l'Aube-en-Champagne et Plug & Start. Et je suis très heureux de recevoir Geoffroy Hulot, qui est le fondateur de Douglas. Salut Geoffroy, comment tu vas ? Eh ben ça va bien, merci de m'accueillir. Très heureux de te recevoir pour le dernier épisode de cette série. Je ne te reçois pas par hasard, mais parce que tu es lauréat Plug & Start. Plug & Start a eu lieu fin juin dernier. Tu as gagné ce concours et donc on va pouvoir discuter de ton aventure entrepreneuriale, qui est assez récente finalement, mais j'imagine qu'il s'est passé beaucoup de choses. Donc oui. Tu vas pouvoir m'en parler dans cet épisode. Ok. Ma première question, c'est de savoir qu'est-ce que tu as fait avant d'entreprendre. Je sais qu'il y a une grande carrière, notamment tech. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Eh ben, en fait, la grande carrière tech, elle se fait pas par hasard. En fait, il y a pas. Je pense que dans une carrière, c'est pas le fruit du hasard. C'est simplement tout petit. En fait, moi, j'étais passionné par la technologie. Je me rappelle, à mes 10 ans, en fait, j'avais demandé à mes parents, en fait, de m'offrir un fer à souder. Le résultat, c'est que je commençais à démonter tous les appareils et puis que ça s'est fini en punition. Mais voilà, c'est vraiment une vraie passion en fait pour l'électronique parce que je voulais découvrir en fait ce qui se cachait derrière les appareils. Et donc voilà, donc j'étais déjà un peu dans l'idée de démonter les appareils et ça c'est ce qui m'a en fait amené à faire des rencontres et en particulier un designer que j'ai rencontré durant le lycée et qui m'a en fait inspiré et du coup je me suis lancé en fait dans ce domaine dans cette profession de designer qui est de créer des objets avec de l'innovation, avec de l'ergonomie, avec de l'expérience d'utilisateur. Donc du coup j'ai fait mon parcours à la fois en Angleterre et en France autour de ce métier et puis j'ai commencé naturellement chez Sagem dans la téléphonie mobile. Voilà, dans un bureau d'études très passionnant, on apprend à concevoir des appareils technologiques et puis à jongler avec tout un tas de contraintes en fait, parce qu'un appareil c'est tout petit, donc il y a un condensé de technologie et il faut pouvoir jouer avec ça. Et puis par la suite, j'ai rejoint Packard Bell. Voilà, je suis resté dans la tech, toujours made in France, mais on voyait déjà que avec Packard Bell, il y avait une transition qui était en train de se faire avec le made in China. Pour aller chercher des coûts et donc beaucoup de transports en fait, beaucoup de déplacements en Chine et ça c'était vraiment très passionnant parce que j'ai découvert en fait la fabrication et je me suis rendu compte à quel point en fait ce qu'on faisait avait une incidence énorme sur des chaînes d'assemblage sur le produit. Et donc après ce parcours-là, j'ai rejoint Acer et qui m'a proposé en fait de piloter le bureau d'innovation à Paris. Et donc là, c'était très intéressant parce que du coup, on sortait un petit peu de la production immédiate et on allait plutôt sur de la prospection. Et donc, comment essayer d'aller disrupter en fait des marchés existants. Et donc, pas mal de brevets. On a déposé pas mal de brevets. J'ai monté une équipe de designers et puis on a on a créé le smartphone pliable en 2010. Voilà, donc on retrouve aujourd'hui chez Samsung. C'est quelque chose qu'on avait nous imaginé. Alors c'est quasiment la même chose. Voilà. Et puis après, c'est des contraintes de coûts, des contraintes de ressources humaines aussi, qui fait qu'à un moment donné, les choses se font ou se font pas. Voilà. Et puis par la suite, Acer a décidé de fermer les bureaux. Dans un parcours professionnel, c'est pas linéaire. Il se passe aussi des choses et puis des licenciements économiques. En fait, ça fait partie aussi d'une carrière professionnelle. Du coup, je me suis un peu posé, j'ai réfléchi et puis je me suis lancé comme consultant. Et donc j'ai été consultant pour Dell à Singapour. Et ce travail de consultant en fait a été très passionnant parce que d'abord j'étais plus dans un scope avec des entreprises chinoises. Donc là, j'allais sur une autre philosophie, une autre culture, une entreprise plutôt américaine. Et puis Singapour, c'est aussi une autre façon de voir la tech. Donc c'est pas la même chose qu'en Chine. Il y a davantage d'innovation. En tous les cas, c'est ce que moi j'ai vécu pendant un an. Et puis à la suite de ça, Auchan m'a contacté pour créer leur marque d'électroménager Keylive. Donc quand je suis arrivé, il y avait déjà un nom. Moi, créer une marque, j'avais jamais fait en fait avant, donc je savais pas ce que c'était en fait de créer une marque. Alors j'ai dit oui tout de suite. Et puis après, je me suis posé la question comment je vais faire en fait, comment je vais créer cette marque.
Et donc, sur le laps de temps entre je quitte mon ancien poste de consultant et puis je rejoins Auchan, ces 3 mois, en fait, j'y ai passé du temps à lire des livres, à m'acculturer sur la stratégie de marque, comment on crée une marque, un logo, ce genre de choses. Comment on crée un storytelling aussi. Et puis du coup, je me suis lancé, voilà. Et donc, l'idée, c'est de pas avoir peur de faire des erreurs, mais de tout de suite corriger le tir quand il y a des choses qui vont pas. Et puis, ce qui était important aussi, c'était d'être dans le collaboratif, aller chercher en fait les avis des uns et des autres. Bon, savoir décider aussi, mais ça a été un élément intéressant parce que avec Auchan, moi, j'ai réussi en fait à mieux prendre conscience en fait de ce que c'était qu'une marque. Et comment créer cette marque. Et donc c'était déjà en fait quelque chose dans ma tête qui me plaisait en fait, cette création. Et puis donc du coup j'ai pu monter des équipes de développement produit. Donc je sortais de mon scope de designer et puis j'ai eu des ingénieurs, j'ai recruté des ingénieurs donc de différentes spécialités et puis des designers, bien sûr, du packaging, de la logistique, enfin voilà. Donc tous les métiers techniques jusqu'au SAV qui gravitent autour du développement produit, de la marque électroménager, donc Keylive. Donc voilà, ça a été vraiment très intéressant. Bon, toujours beaucoup de déplacements en Chine puisque c'est de la fabrication plutôt là-bas. Alors beaucoup de marques aujourd'hui fabriquent en Chine. Je dirais une vision plus holistique en tous les cas de la conception produit, en passant du cahier des charges jusqu'à la conception du produit, jusqu'à son SAV. Et donc je prenais conscience petit à petit aussi de la notion de qualité, de retour après vente, et donc d'amélioration continue. Donc on était déjà en fait dans un processus de renforcer là en fait la qualité perçue, mais aussi la qualité intrinsèque du produit. Donc voilà, donc ça a été déjà un premier élément moteur. Et puis le deuxième élément qui m'a amené en fait à devenir entrepreneur aussi, c'est j'ai eu l'occasion avec ma casquette d'Auchan en fait d'aller à la rencontre du ministère de l'écologie et de coécrire la loi réparabilité donc au sein du ministère. Et là où j'ai fait des rencontres hyper passionnantes, donc des entreprises de la réparation qui étaient vraiment au tout début à l'époque, et puis des entreprises comme Apple ou Seb qui ont partagé leur point de vue sur la réparabilité, pourquoi il y a des freins. Et donc là moi je me suis rendu compte d'une chose, c'est que à ce moment-là, on traitait les solutions par la fin de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'au lieu de s'attaquer au produit lui-même, on se disait c'est pas grave, finalement, on va s'arranger pour le réparer ou pour essayer d'améliorer la réparation. Ce qui est top parce que en fait, il faut traiter la dette, il faut traiter en fait tous ces produits qui sont pas conçus pour durer, mais pour autant il me paraît essentiel de reboucler aussi avec le produit en lui-même et de se dire comment j'améliore en fait ce produit pour qu'il soit plus durable. Et donc moi ce que j'ai retenu en fait de cette fin de carrière salariale, c'est que je pouvais plus continuer à concevoir en fait des produits. Maintenant que j'avais pris conscience en fait des impacts environnementaux, sociétal aussi de l'électronique, je me suis dit je peux pas continuer en fait les 20 prochaines années à concevoir des produits de la même manière. Et donc voilà, le déclic s'est opéré à ce moment-là et avec l'arrivée du confinement où on se dit tiens là en fait je prends de la distance, je me pose et je me dis soit il y a une entreprise en fait qui propose un vrai schéma en fait qui me correspond, soit je la fais moi-même. Et donc entrepreneur, c'est pas quelque chose en fait qui était inné chez moi. Je me suis pas dit tiens dès que je sors de l'école je vais devenir entrepreneur. Et puis il y a 20 ans, c'était pas forcément aussi médiatisé en fait qu'aujourd'hui ou dans l'air du temps, mais en tous les cas je l'ai fait aussi parce qu'à un moment donné personne ne proposait de solution comme moi je l'aurais souhaité, voilà. Et donc c'est ce qui m'a amené en fait à devenir entrepreneur. Donc t'es resté 7 ans chez Auchan. Exactement. J'imagine que ça a été une excellente école à l'entrepreneuriat parce qu'en fait au sein d'Auchan t'as été entrepreneur. Oui, t'as créé des produits, ouais. T'as fait tout ce qu'un entrepreneur ferait pour une entreprise finalement. Oui, alors évidemment avec le cadre, avec le financement qui va bien, ce qui est déjà très important, et puis avec une structure déjà existante. Mais en tous les cas, en effet, j'étais sans le savoir déjà un peu dans cette démarche d'entrepreneur.
de construire des équipes, parce qu'en fait tout s'est fait, il y avait rien en fait, hein. Keylive n'existait pas, il y avait quelques personnes, il y avait pas de chiffre d'affaires, c'était en fait des télévisions qui étaient achetées en Chine avec un logo dessus, donc mais voilà, c'était comment ensuite basculer vers un autre schéma qui est, on a notre marque, voilà, notre marque propre en fait, hein. Et puis on a aussi des équipes qui sont dédiées en fait à la conception produit. Ça nous a amené d'ailleurs plusieurs prix internationaux, et donc ça a fait une vraie fierté pour nous aussi, et une vraie reconnaissance, dire voilà, même en étant agile et assez petit, parce que finalement l'entité Keylive c'était comme une start-up au sein d'un grand groupe, on était en capacité de prouver que voilà, avec de l'énergie, de la passion et du savoir-faire, on peut sortir des produits et avoir des prix, et voilà, et donc ça c'est une chouette reconnaissance. En 2021 tu fondes Douglas. Oui. À quel moment est-ce que tu décides de te lancer? Il y a une réorganisation chez Auchan, voilà, qui se fait en 2020. Et je me dis, tiens, c'est une étape. C'est une étape, il y a quelque chose, voilà, il y a un signal. Et donc, du coup, ça a matché, en fait, avec le départ du confinement. Et donc, quand on est manager, confiné chez soi, on a un peu moins de travail. Voilà, ça se fait à distance. Mais du coup, l'ennui fait qu'on a envie aussi de réfléchir. Voilà. Et donc, en fait, je pense que la création de la marque d'électroménager que j'avais eu l'occasion de faire chez Auchan, plus toute la réflexion autour de la loi réparabilité au sein du ministère, et je me suis dit en fait c'est peut-être le signal, quoi. Voilà, j'ai tous les ingrédients, je sais que je peux le faire, quoi, je peux y arriver. Et donc ça c'était important. Et puis ensuite, il faut regarder comment vivre aussi, parce qu'il n'y a plus de salaire. Et donc ça, c'est un élément qui a été aussi décisif. Et j'ai eu beaucoup de chance, puisque on m'a confié aussi en parallèle un travail de consultant qui m'a permis de vivre, parce que voilà, quand on se lance dans un projet hardware, ça prend du temps. C'est quoi un peu les grandes étapes de 2021 à aujourd'hui, avant de parler de Plug and Start? Alors, je pense que la première étape, c'était d'abord de concevoir le produit, puisqu'on a conçu. Alors, j'y on parce qu'il y a ensuite mon associé qui m'a rejoint, mais au départ, j'étais seul. Donc, il y a eu toute une réflexion en fait sur le comment. Comment faire en sorte d'avoir des produits durables. Et donc là, on a travaillé en fait sur beaucoup de théories. D'abord, on a beaucoup lu. Voilà. Est-ce que la recyclabilité, c'est la solution? Est-ce que c'est la durabilité? Comment faire de l'économie circulaire sur ce type de produit? Comment freiner en fait ce volume de déchets en fait qui explose dans le monde, hein, parce qu'on réalise pas bien, mais les 5 dernières années en fait, il y a une évolution de 21% des déchets électroniques. Alors il y a la réparation qui permet en fait de reporter l'échéance d'une fin de vie du produit, mais qui arrive malgré tout dès qu'il n'y a plus de pièces détachées disponibles. Mais le premier appareil qu'on a développé, c'est un aspirateur. Donc un aspirateur balai. Et donc on l'a pas choisi par hasard parce que c'est le produit le moins durable de tout l'électroménager. Il a une durée de vie de moins de 5 ans. Et c'est pour ça qu'en fait on a décidé de travailler sur ce produit-là. Et on s'est dit voilà comment on va faire en sorte que ce produit devienne durable. Et donc la solution technologique de la modularité en fait c'est très rapidement imposée. Et on s'est dit voilà, il y a eu toute cette étape, on va dire de conception, de design du produit, de la création de la marque qui s'est fait seule en fait, hein, dans un premier temps. Et puis ensuite, je me suis dit, tiens, il y a sans doute des domaines, il y a des choses sur lesquelles je suis pas forcément très bon. Les fichiers Excel, c'est pas forcément ma tasse de thé. J'ai besoin aussi de quelqu'un pour m'accompagner sur la partie un peu industrielle, parce que c'est quand même des choses assez lourdes aussi à porter. Et donc, du coup, je me suis lancé dans la recherche d'un associé. Donc ça, c'était, on va dire, la deuxième partie. Donc après les 6 mois en fait de réflexion. Et puis voilà, en fait, donc je me suis dit tiens, il faut que j'arrive à trouver un profil qui matche en fait avec mes aspirations, mes valeurs, mais aussi avec la philosophie du produit, qui va adhérer en fait à cette démarche et puis qui va vouloir se lancer, parce que c'est pas simple. Donc il y a eu évidemment plein de refus, puisque j'ai contacté sur LinkedIn en fait pas mal de monde. D'abord dans mon entourage, c'est pas facile parce que quand on est en confinement, on a plutôt tendance à éviter en fait de se mettre en danger professionnellement. Donc il y a assez peu de gens en fait qui disent tiens, en un claquement de doigts je pars et je te suis. Et donc j'ai rencontré Mathieu. Parmi d'autres, et Mathieu s'est vraiment distingué puisque lui il a une formation d'ingénieur, il a été ingénieur sur des véhicules de Formule 1, donc il a une très forte connaissance en fait des matériaux, de la technicité en fait
de la technologie. Et puis il a un background, donc il est passé par HEC également. Il a fait un MBA dans la finance et il a un background dans tout ce qui est le financement durable. Et donc ça c'est vraiment un élément fort, ce qui fait qu'à un moment donné un binôme, moi je recommande en fait de chercher la complémentarité. Alors c'est sûr que parfois on a envie de trouver des profils un peu comme soi, mais c'est pas forcément ce qui fait challenger un modèle. Donc ça a été la phase d'association. Ça a duré quelques mois, on s'est testé, on a regardé comment on travaillait ensemble, et puis ensuite on a immatriculé. Voilà, donc ça c'est cette première, on va dire, partie 2021, et puis 2022 c'est vraiment le financement. Le financement et les recherches de partenaires. Nous on a mis, je pense au total, on n'est pas loin de 60 000 euros qu'on a injecté en fait dans l'entreprise. Donc c'est une grosse somme, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir l'avoir quand on se lance dans un projet comme ça, parce que on n'a pas de fonds en fait, et puis même les aides en fait c'est du 1 pour 1. Donc BPI, si vous donnez 50 000, il vous prête 50 000, et donc il faut avoir une mise de départ qui est significative, parce que sinon on peut pas faire de prototype en fait. Un prototype ça coûte très cher. Voilà, donc en fait cette première partie, je dirais, de financement était essentielle, parce que sans ça, on pouvait pas en fait aller développer notre prototype, parce que voilà, ça a un coût assez important. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que il nous faut trouver les partenaires. Et donc moi j'avais déjà en fait des connaissances parce que je gravite dans le milieu depuis un certain temps, et puis il nous faut trouver les financements. Les financements on les a eus grâce à BPI. BPI est je pense un élément très fort pour les entrepreneurs. Ça permet de mettre le pied à l'étrier et puis de se lancer avec un peu plus de sérénité. Voilà, et puis on a eu un prêt bancaire, une banque qui nous a suivis aussi, donc ça c'est top de voir aussi cet écosystème en fait qui aide les entrepreneurs, et donc ça c'est important. Et donc nous, notre objectif en fait sur 2022, c'était de se dire, maintenant on a alors ça prend du temps, faut faire les dossiers évidemment, donc on se dit pas tiens en fait au mois de février, mois de mars je vais avoir BPI. Non, faut remplir les dossiers, faut rencontrer, faut convaincre, voilà, donc c'est ça prend un certain temps. Et donc en parallèle de ça, on avait eu déjà en amont le FRI, donc qui est une première aide régionale de 20 000 euros, et ça nous a permis en fait déjà d'amorcer le travail de conception avec nos partenaires, donc de pré-étude. Voilà, et puis ensuite dès qu'on a eu les fonds en fait, on a commencé à travailler avec nos partenaires. Donc on a deux partenaires en fait qui nous accompagnent. C'est un partenaire qui est plus orienté mécanique, voilà, qui est basé en région parisienne, et puis un partenaire en électronique et en intelligence artificielle du côté d'Annecy. Voilà, et donc cette complémentarité en fait était justement ce qu'il nous fallait pour concevoir en fait le premier prototype. Mmh. Et donc voilà. Donc 2022, ça a été vraiment en fait cette phase de conception, voilà, et puis quelques concours aussi qu'on a passés. Enfin voilà, pas mal de choses en parallèle. En 2023, tu candidates à Plug & Start. Oui. Comment est-ce que tu as connu ce programme ? En fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il nous fallait aussi un peu de notoriété, parce que dans le hardware, il faut aussi arriver avec des récompenses en fait, tout simplement. Et avec mon associé, on s'est dit tiens, c'est peut-être la bonne période pour postuler à plein de concours. Et donc, on a regardé en fait quels étaient les concours qui correspondaient à notre thèse. Et puis, et donc il y en avait une dizaine, grosso modo, soit dans la région, soit à l'échelle nationale. Et Plug & Start était à l'échelle nationale, et donc ça correspondait à notre démarche. Et puis il y avait un enjeu aussi sur l'impact. Voilà, une entreprise à mission. Et donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Après, pourquoi j'ai postulé ? Simplement. C'est toujours utile de se faire challenger. Il y a 3 jours en fait d'accélération, voilà, et c'est là où on peut véritablement apprendre plein de choses.
Et donc on a postulé assez simplement, et puis ensuite on a reçu un message, voilà, qu'on était sélectionné parmi 40, et puis ensuite 20. Et donc déjà c'était une super victoire pour nous. On s'est dit c'est top, il y a vraiment quelque chose, il y a un intérêt pour le projet. Et puis ensuite on est rentré dans le cœur du programme en fait, hein, de ces 3 jours. Est-ce que tu peux me raconter justement ces 72 heures intenses de Plug and Start? Alors 72 heures, c'est presque 72 heures de travail. Il y a très peu de temps pour dormir, mais non, franchement c'est top. On était vraiment bousculés. Alors déjà un accueil, donc on était 20 en fait, 20 entrepreneurs. On a été reçus comme des rois. Franchement, super organisation, c'était vraiment au top. Aux petits soins, donc une équipe organisatrice qui venait me prendre à un endroit pour m'amener à un autre rendez-vous, et donc ça c'était vraiment génial. Donc on n'avait pas véritablement besoin de se préoccuper en fait on va dire de la logistique ou du reste. Ce qui est important. Et donc d'être focus sur ces 3 jours, et puis je dirais on a sur 3 jours un condensé de tout ce qu'il nous faut. C'est-à-dire d'abord des mentors. Donc, on m'a attribué en fait 2 mentors qui sont issus en fait du monde de l'industrie, et donc des entrepreneurs également. Donc ça c'est top. Et puis ensuite des coachs et des experts en fait qui accompagnent et qui viennent en fait challenger le moindre élément en fait sur le pitch. Et donc ça c'était vraiment très sympa. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'un point de vue business et d'un point de vue humain? D'un point de vue business, en fait, ça permet. Alors, je pense que le regard d'expert, ça permet en fait de prendre un peu de hauteur, parce que parfois, quand on est entrepreneur, et puis on est un peu seul en fait, en vérité, on s'auto-censure un peu naturellement sur certaines parties, puis on se dit tiens, puis on a envie de se faire plaisir aussi, et on occulte peut-être certains aspects. Et en l'occurrence, ça m'a ouvert les yeux sur peut-être une ouverture en B2B. Donc ça c'est un élément très concret. Moi j'étais resté sur du B2C, voilà, et donc je me suis dit oui, effectivement il y a peut-être une ouverture là-dessus. Et puis sur la distribution, on a eu pas mal d'échanges. Quel est le bon mode de distribution? Est-ce qu'il faut passer en fait par du retail tout simplement, ou est-ce qu'il faut passer par du direct consommateur via une plateforme? Donc ça a été vraiment des sujets de discussion. Et puis ensuite sur la conception du produit, parce que il y avait aussi des experts plutôt bien dimensionnés sur ces éléments-là. Ok, très clair. Il s'est passé quoi après Plug and Start? Alors pas mal de choses. D'abord, à côté de Plug and Start, on a, je crois que dans la foulée de Plug and Start, on avait déjà un autre concours en finale qu'on a eu, un premier prix aussi. Et donc on a la chance de pouvoir représenter la France au niveau européen à Amsterdam pour le Climate Launchpad. Et donc ça c'est top, ça sera au mois d'octobre. Donc il y a eu effectivement pas mal de préparation là-dessus. Une grosse préparation aussi sur le montage du prototype, puisque on recevait en fait toutes les pièces, et puis il y avait un besoin maintenant d'assembler tout ça. Et donc on a été très concentré là-dessus sur le mois de juillet. Et puis on a aussi démarré la suite avec Plug and Start, puisque on a démarré en fait une phase de pré-incubation qui se matérialise en fait par un certain nombre de workshops. Donc c'est des journées en fait qui sont ici à la Technopole, avec des thématiques. Et donc la première c'était le business plan, et puis ensuite il y a d'autres thématiques qui viendront. Et donc voilà, donc ça permet en fait de faire le fil conducteur entre finalement ces 3 jours. Mais après c'est pas il se passe plus rien. C'est en fait on va encore t'accompagner pour cette fois-ci prendre du temps pour rendre tout ça opérationnel et de faire en sorte que la musique fonctionne en fait. Sur ces 3 jours de Plug and Start, est-ce qu'il y a une personne qui t'a marqué potentiellement, et pourquoi? On peut pas passer à côté d'Éric Larchevêque. Voilà, et de sa prestation ici d'ailleurs. C'est très intéressant parce que d'abord il a un parcours qui est ultra riche en fait, qui force le respect et beaucoup d'humilité dans son approche. Donc ça c'est toujours très appréciable.
Et puis l'idée de vanter aussi le culte, enfin l'idée de valoriser en fait l'ennui. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est-à-dire que quand on s'ennuie, en fait, on devient plus créatif, on réfléchit, on prend du recul. Et donc c'est l'histoire en fait qui nous a aussi un peu raconté au travers de son intervention. Et donc moi ça m'a reprojeté en fait dans le confinement. Où je me suis dit tiens en fait il y a une phase d'ennui et puis ça m'a donné envie de me lancer. Donc c'était voilà, donc c'est un peu le parallèle en fait que je retiens avec Éric Larchevêque. Ouais. Avec Douglas, t'as remporté Plug and Start. Oui. Comment est-ce que tu t'es senti après ce concours gagné? En fait, c'est une victoire inattendue parce que comme on est essoré pendant 3 jours, on se dit bon c'est cuit, je vais rentrer chez moi, mais au moins je rentre chez moi avec des tas de bloc-notes remplis et des tas d'idées. Et donc ça c'est presque l'essentiel en fait. Et après, oui, il y a la victoire, c'est un super moment en fait. Voilà, c'est une concrétisation aussi en quelque sorte. Et donc voilà, ça a été vraiment 3 jours en fait très intenses et très forts. Humainement et puis beaucoup de rencontres aussi avec des entrepreneurs. J'ai pas senti en fait de compétition, donc parce qu'en fait c'est un concours, donc on se dit mais il y avait pas de compétition, il y avait beaucoup d'entraide. On était presque comme dans une équipe en fait, et donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. C'est l'état d'esprit en fait entre les entrepreneurs, voilà, et donc ça c'est vraiment très appréciable. Il y a des gens qui vont regarder et écouter cet épisode et qui vont potentiellement avoir envie de candidater à Plug and Start. Qu'est-ce que tu leur dis? Est-ce que tu leur recommandes justement de candidater à ce programme? Alors, je pense qu'ils peuvent y aller franchement les yeux fermés. D'abord, c'est gratuit. Ça, c'est un élément à prendre en compte. Et donc, tout ce qui peut aider en fait à booster un projet, une idée parfois, ou à améliorer un pitch, ou ça peut être aussi un deck ou une stratégie. Faut y aller honnêtement parce que c'est vraiment 3 jours où on est chouchouté et puis aussi et puis aussi remué quoi. Donc ça c'est voilà. Et donc moi je recommande tous les entrepreneurs de le faire. C'est vraiment une étape, je pense, qui permet de gagner du temps sur sur une approche ou une démarche en fait entrepreneuriale. Donc ça c'est voilà, je peux que recommander. Okay. Le programme. Super. Pour revenir à Douglas, et avec une dernière question, c'est quoi un peu les objectifs futurs pour Douglas? Alors là, on a donc notre premier appareil, le prototype en fait de l'aspirateur balai, qui donc modulaire avec tous les éléments qui se détachent et donc qui permet au consommateur de pouvoir changer une pièce défectueuse assez simplement. C'est tout le principe. Et ça, en fait, ce concept-là. Maintenant, on doit le vendre. On doit le vendre d'abord auprès d'investisseurs parce que c'est une levée de fonds. Derrière un prototype, l'idée c'est ensuite de convaincre. On a un panel conso aussi qui est prévu. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est que nos consommateurs testent le produit, testent l'appareil, testent le prototype et se disent ah ouais c'est génial en fait. Je peux changer, c'est comme du Lego quoi. Je peux changer en fait le moteur à la main comme une cartouche d'encre. J'ai plus besoin en fait d'outils, de réparer, j'ai plus besoin de passer par du centre de réparation, et donc la véritable durabilité, nous on a envie qu'elle s'exprime maintenant au travers des yeux du client. Et puis qu'ils nous disent aussi ça va pas, ça faut le changer, là il y a peut-être quelque chose à revoir, ça j'adore. Et donc c'est de se faire en fait une liste un peu de ce qu'on souhaite conserver, ce qu'il faut améliorer, voilà, parce que il y a que le client qui est juge en final, donc et donc voilà, donc ça je dirais c'est les prochaines étapes très court terme. Et puis on a le salon aussi, donc on sera exposé au salon du Made in France en novembre à Paris, et puis on est au Web Summit de Lisbonne, qui est un des plus grands salons en fait de la tech. Voilà, on aura l'occasion en fait de présenter notre solution.
Et donc cross-finger, hein, comme on dit, et on espère que ça aura des retombées. Voilà, donc c'est voilà en fait l'étape un peu décisive là sur ces quelques prochains mois. Une levée de fonds, une traction de marché avec des premiers retours clients, et puis des salons. Voilà, donc ça c'est top. Une fin d'année intense. Oui, et puis en plus, et puis il y a aussi des concours. On a été sélectionnés, mais avec des finales qui arrivent aussi en fin d'année, donc ça fait une fin d'année assez intense en effet. On passe à la dernière partie du podcast avec quelques petites questions rapides. Évidemment, tu as le temps à chaque fois d'y répondre. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux ? Alors bon, le sport en fait, hein. Dès que je me sens un peu, parce que c'est des montagnes russes, hein, quand on est entrepreneur, il y a des moments où on se dit bon là j'ai essuyé quand même pas mal d'échecs ou de refus. Je vais faire une petite séance de rameur, ça va me faire du bien. Et puis après je ferme le PC, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour aller mieux, faut arrêter les écrans. Et donc je ferme le PC et puis je me mets au vert, je sors avec les enfants et voilà. Et okay. donc je m'aère l'esprit. C'est quoi ton plus grand rêve ? Alors bon, quand on est entrepreneur, on est un peu très focus sur ce qu'on fait. Et donc le rêve, c'est évidemment de voir l'aboutissement de ce qu'on réalise. Et donc là, mon rêve immédiat, ça serait effectivement on va dire, qui est atteignable, parce qu'on peut rêver aussi de paix dans le monde, de ce genre de choses. Mais en tous les cas, de ce qui est atteignable, c'est plutôt de faire en sorte qu'on arrive à sortir ce produit et que ça donne des idées aussi, parce que l'idée c'est pas non plus d'offrir de la durabilité qu'au travers des appareils de glace, mais c'est aussi peut-être pourquoi pas de lancer un mouvement aussi sur d'autres typologies de produits. Ok. C'est quoi ta plus grande peur ? Alors, ma peur personnelle, c'est la peur du vide. Voilà. J'ai essayé de lutter, j'ai fait de l'escalade, rien n'y fait, ça marche pas. Donc la peur du vide, ça reste. Et puis la peur je dirais, c'est pas véritablement d'échouer, parce que j'ai appris par le passé que d'échouer, ou même d'être licencié parfois, c'est parfois un élément positif. Mais il faut simplement rebondir. Et donc, mais c'est plutôt, je dirais, décevoir, parce qu'on a un entourage qui compte sur nous, que ce soit l'entourage familial, des collègues qui travaillent sur le projet, ou même notre board qui nous accompagne. On a envie de tout faire en fait pour que ça fonctionne, et on le fait pour soi bien évidemment, mais il y a aussi on le fait aussi pour les autres en fait, hein. Ouais, je suis très, très aligné avec ça. Est-ce que tu as un livre à me conseiller ? Alors, il y en a plusieurs. Moi, le livre qui m'a marqué, c'est le dilemme de l'innovateur, donc qui est de Clayton Christensen, qui m'a fortement marqué, notamment sur l'innovation, l'approche de l'innovation, qu'on pouvait avoir en fait une approche disruptive de l'innovation, et comment en fait, quelle est la mécanique derrière. Et donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça m'a d'ailleurs nourri sur mon projet actuel. Et puis il y a un livre aussi, je dirais, j'en citerai deux quand même, qui est Start with a Why, avec de Simon Sinek, qui m'a véritablement m'a permis de mieux comprendre en fait les mécanismes d'un écosystème, plutôt que de rentrer par le produit, c'était de rentrer davantage sur la marque, le storytelling, et ensuite comment tout ça se traduit par le concept, et comment tout ça se traduit en fait dans un produit. Ça peut être un produit, un autre, et donc là on devient légitime parce qu'on démarre en fait par le why. Donc voilà, donc moi les livres que je recommanderais, c'est ça, ces deux-là. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller ? Bon, la série, c'est sûr, c'est MacGyver. Alors la première des années 80, puisque franchement, il arrive à faire des choses avec pas grand-chose. Enfin, il arrive à faire des choses extraordinaires avec pas grand-chose. Et c'est de la low-tech en fait, hein, ce qu'il faisait à l'époque. Et puis il bricolait, comme moi je le faisais aussi un peu quand j'étais gamin, quoi, à démonter tous les appareils. Voilà. Et puis un film, j'ai beaucoup aimé Ex Machina.
qui traite de l'intelligence artificielle. Et alors oui, c'est extrêmement séduisant quand on voit en fait l'intelligence comme ça, ou même les évolutions technologiques, quelles qu'elles soient, que ce soit le nucléaire ou d'autres. Et puis on voit aussi que plus elles sont importantes, ces innovations, et plus elles ont une facette obscure aussi qui peut être importante. On le voit d'ailleurs très bien avec le nucléaire. Donc, et là, l'intelligence artificielle, ça ouvre des perspectives qui peuvent être aussi effrayantes. Et on le perçoit un peu dans le film. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que la technologie, c'est vraiment enfin la tech, c'est à double tranchant. Ça solutionne des problèmes, mais ça en crée d'autres. Ouais. Et donc voilà, l'innovation, c'est pas toujours désirable. Faut voir en fait de quelle manière on l'exploite et on l'utilise. C'est un bon rappel. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée dans cet échange? Pourquoi devenir entrepreneur après 20 ans 20 ans d'activité? Ça, c'est une bonne question. Tu peux y répondre. Oui, je peux y répondre. Finalement, quand on voit en fait, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent juste après l'école. Alors aussi le contexte et l'époque fait que c'est davantage incité et démocratisé. Puis il y a des écosystèmes qui existent. Donc, mais je pense que se lancer dans le hardware sans expérience, c'est quand même très compliqué et très délicat, parce que il y a une telle diversité de métiers derrière un produit technologique. Prenez par exemple un smartphone, il peut y avoir très facilement 500-600 personnes. On retrouve, pour créer un produit. On retrouve pas ça en fait dans les autres, dans d'autres domaines, avec une telle diversité de métiers, avec des appareils complexes, et puis on peut pas se louper. On peut pas mettre un patch correctif derrière en fait parce que j'ai un bug. Donc voilà. Donc ça nécessite en fait beaucoup d'expérience. Voilà, donc je dirais en fait l'entrepreneuriat, je l'ai fait maintenant parce que il faut d'abord de l'expérience, je pense, dans le hardware. Alors il y en a qui réussissent sans expérience, mais c'est quand même très très rare. Et puis je pense qu'il faut aussi avoir, en tous les cas dans ce domaine-là, une maturité également. Et à un moment donné, on se sent d'y aller. Soit c'est tôt, soit c'est plus tard, mais voilà, moi je me suis senti en fait d'y aller. C'est peut-être la crise de la quarantaine d'ailleurs. Et puis surtout pas d'âge pour entreprendre. Et puis il n'y a pas d'âge. Effectivement, moi je vois aussi des entrepreneurs qui se lancent à 50, voire même à 60 ans. Tout à fait. Donc effectivement, il n'y a pas d'âge pour entreprendre et c'est un bon rappel aussi à donner. Exactement. C'est pas parce qu'on a passé la trentaine qu'on peut plus entreprendre. Ouais. Dernière question que je pose sur chacun de mes podcasts, c'est quoi pour toi une ou un entrepreneur? Alors, je pense que ça dépend en fait du type type de société qu'on veut monter derrière, parce qu'on peut être entrepreneur pour une boulangerie. Donc, mais quand on est entrepreneur dans une société impact, avec une mission derrière, je pense qu'il faut alors, de toute façon, pour tous les entrepreneurs, il faut être très passionné par ce qu'on fait. Quelque part, il y a des gens qui s'y retrouvent pas dans le salariat parce qu'ils ont besoin de liberté aussi. Et donc, je pense qu'il y a un besoin de liberté qui peut être formalisé. Et puis, je pense pas mal de résilience, parce qu'un entrepreneur qui est pas en capacité en fait de se remettre en question, de rebondir parce que l'erreur fait partie en fait de la construction en fait d'un produit. Et donc de la résilience. Et puis alors sur les sociétés à mission, moi je pense qu'il y a un peu d'indignation. Il faut être indigné pour quelque chose. Alors d'ailleurs mission, alors, ça peut être dans l'environnement ou dans le social. Mais quand on crée Emmaüs ou quand on crée les Restos du Cœur ou quand on crée une entreprise qui souhaite, de la réparation par exemple, ou réduire l'impact environnemental, je pense qu'il faut, il faut vouloir en fait être résigné, c'est-à-dire ne pas accepter par fatalisme en fait ce qui nous arrive et de se projeter dans un futur un peu alternatif en se disant c'est ce futur-là que moi j'ai envie de construire à mon échelle. Et donc je pense qu'il y a et les entrepreneurs en fait qui ont des visions comme ça un peu du futur et qui ont envie que ça se réalise. Je pense que c'est ça. Voilà. Ce seront les mots de la fin du podcast. Merci beaucoup Geoffroy pour cet échange, j'espère que ça t'a plu.
Top. J'espère que toi qui nous as regardé et écouté, ça t'a plu aussi. On remercie encore beaucoup la Technopole de l'Aube en Champagne et Plug and Start pour cette série de 4 épisodes. On a été très contents justement de diffuser ces 4 épisodes. Et puis Plug and Start revient en 2024. Donc vous aurez évidemment toutes les informations dans les prochains mois. Merci beaucoup. Merci.